Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Lançant idéalement sa saison en balayant Monaco, et certains de ses doutes, l'OL tient même une nouvelle recrue, puisque Jeffrey Adélaïde a quitté Angers pour rallier Lyon, alors que le mercato des Gaunes s'accélère. Et à l'heure des grands changements, le puzzle de l'entrejeu devient dès lors plus complexe, et significativement plus onéreux. Les questions affluent aussi. N'y avait-il pas mieux à faire, ou pour moins cher ? Alors on commence comme d'habitude par un bref portrait robot. Jeffrey Adélaïde est né le 17 janvier 1998 et a donc 21 ans. Il mesure 1m84 pour 75 kg, son pied fort est le droit. Formé à Lens, le natif d'Île-de-France rejoint Arsenal à 17 ans, mais n'y dispute que quelques minutes en pro. En janvier 2018, il rallie Angers. Un prêt converti en transfert l'été suivant contre 1,5 million d'euros. Un an et demi après avoir découvert la Ligue 1, le voilà donc lyonnais. Et si les Angevins perdent un membre clé de leur 11, ils réalisent aussi la plus belle cession de leur histoire. 25 millions d'euros, plus 2,5 potentiels de bonus, et 15% à la revente. Donc voilà, 21 ans, 1m84, droitier, Lens, Arsenal, Angers, une saison et demie en Ligue 1, et un transfert estimé à 25 millions d'euros, tout ça c'est très bien, mais finalement on a oublié l'essentiel. Quel est son poste, c'est-à-dire quel est son positionnement théorique dans un schéma tactique, où est-ce qu'on le place sur l'ardoise, et c'est important dans une certaine mesure, mais peut-être moins que son rôle. Qu'est-ce qu'il va être chargé d'apporter sur un terrain, qu'est-ce qu'on lui demande, quelles sont ses missions, comment est-ce qu'il va les remplir, ça nous amènera forcément à parler dans un second temps de ses qualités et de ses défauts. On dépasse donc là le portrait robot pour commencer à aborder l'analyse, et en guise d'introduction, je pense que les mots de ces anciens entraîneurs sont pertinents. Selon Arsène Wenger déjà, il est un joueur de côté, mais j'ai toujours pensé qu'il finirait dans l'axe, car il est généreux et il a le profil psychologique d'un joueur du milieu. Pour s'y installer, il lui manquait l'efficacité collective, il manquait l'efficacité sur le plan défensif, dans l'analyse tactique, et offensivement aussi, son jeu n'était pas assez efficace. Aujourd'hui, il semble qu'il a franchi ce palier car il commence à marquer des buts, il est meilleur dans les duels, mieux placé, il a bien progressé, et relayeur, c'est son véritable poste. En ce qui concerne son évolution, on ne voit pas tout à fait ce qui pourrait le limiter, si ce n'est lui-même, et ce n'est pas le cas de tous les joueurs, c'est un gars qui devrait logiquement finir en équipe de France. Autre éclairage intéressant, bien sûr, celui de Stéphane Moulin, son coach à Angers. Si je l'ai fait jouer d'abord sur un côté, c'est que quand il est arrivé, il n'était pas capable de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il le sait, et je lui avais expliqué à l'époque, jouer au milieu implique des exigences, comme de répéter les efforts et de ne pas se concentrer que sur les aspects offensifs. Aujourd'hui, il est en confiance et il a encore franchi un palier, mais ses axes de progression sont clairs. Il faut encore qu'il trouve la vérité dans son jeu, et ça ne peut pas passer toujours par le dribble. Bientôt, il sera beaucoup plus surveillé, et il lui faudra d'autres cordes à son arc. La passe, la vision, il faut aussi qu'il défende mieux, il faut qu'il soit encore plus efficace dans tout ce qu'il entreprend, mais il entreprend tellement de choses qu'évidemment, il y a un peu de déchets. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans tout ça, mais ça nous donne d'emblée quelques pistes, c'est que Jeffrey Adélaïde, c'est un attaquant de formation qui a progressivement migré au milieu. Alors s'il peut dépanner sur un côté, s'il peut dépanner en tant qu'ailier par exemple, l'OL l'a vraisemblablement pris pour le faire jouer milieu relayeur droit à la place d'Ndombélé. Et alors justement, je trouve qu'on a là une potentielle comparaison intéressante pour essayer d'affiner son profil technique. Est-ce qu'on est là sur un sosie d'Ndombélé ? Bah pas vraiment. Alors oui, Reine Adélaïde est très dribbleur, mais il est en fait encore plus que son aîné, avec 2,7 dribbles réussis par match en 2018-2019. Il est aussi davantage attiré par le but, et tire plus souvent. 1,4 tentatives par match, logiquement il marque plus souvent, 3 fois la saison dernière, 2 fois le week-end passé, dont un refusé pour hors-jeu de quelques millimètres. Niveau impression visuelle ensuite, je dirais qu'on retrouve chez Reine Adélaïde la dimension électrique du jeu d'Ndombélé. Les deux sont, en synthèse, des milieux accélérateurs, des catalyseurs qui se distinguent par leur capacité à faire des différences individuelles, mais je dirais aussi que Reine Adélaïde mise davantage sur la vitesse brute. Son accélération est meilleure, et il aime porter le ballon sur de longues distances, quand Ndombélé a plus tendance à battre son vis-à-vis dans les petits espaces. Sur un contrôle orienté,
ou une feinte de corps bien sentie. Autre différence fondamentale, Reine Adélaïde est un moins bon passeur, 31 passes par match contre 58, 84% de réussite seulement, une passe clé par 90 minutes contre 1,6, 3 passes décisives contre 7. Là à nouveau l'impression visuelle confirme les données, et alors qu'Ndombélé brillait dans sa capacité à briser les lignes par la passe, était doté d'une superbe vision, multipliait les transmissions masquées. Chez Reine Adélaïde en revanche, on sent que la vision du jeu et la prise de décision sont ce qu'on pourrait caractériser de deux axes de progression prioritaires. Enfin, je dirais qu'il reste à ce poste de relayeur, donc une dimension fondamentale qui est plutôt une inconnue là, parce que j'ai eu assez de mal à l'éclairer par les stats, mais c'est le volume de jeu sans ballon. Alors, on sait que l'année dernière, Tanguy Ndombélé était plutôt mal à l'aise sur la répétition des efforts, notamment sur les courses de repli, et que l'OL était en grande difficulté sur les transitions défensives, en partie à cause de ça. Là, il faudra attendre de voir. Bon, du coup, maintenant qu'on a quelques éléments en plus, et qu'on a une vision un peu plus fine du joueur, la question qui compte vraiment, c'est est-ce que ça va marcher à Lyon, et surtout est-ce que ça va marcher dans ce Lyon-là. On se souvient de ce que souhaite avant tout mettre en place Silvino, à savoir un 4-3-3 point de basse, avec un relanceur technique. Logiquement, ce serait Thiago Mendes qui a été recruté pour ça. Le truc, c'est qu'en préparation, ça a été assez peu concluant, et contre Monaco, première journée de Ligue 1, on a vu Lucas Touzard titularisé à ce poste. Est-ce là un revirement total ? Bah je pense pas. Et je pense que c'est là plutôt une option qui sera privilégiée dans les rencontres dites équilibrées. Les rencontres où l'OL peut être mis en danger et a besoin de densifier son approche sans ballon. Je pense par exemple au choc de la Ligue 1, au match de Ligue des Champions bien sûr, ou contre quelques adversaires particulièrement redoutables en transition. En revanche, pour le pain quotidien du championnat et pour fissurer ces blocs bas qui ont posé tant de problèmes à Lyon sur les dernières saisons, une équipe qui traditionnellement remporte ses derbys, remporte ses Olympico et sur une saison même partage les points contre Paris, mais une équipe qui perd tant de points face aux supposés petits, pas pour ces matchs-là, je pense que Silvino veut continuer à miser sur son idée initiale. Et donc jusqu'alors, reculer Thiago Mendes d'un cran, ça signifiait nécessairement titulariser le très tendre Jean-Lucas, avec pour seules options sur le banc l'encore plus tendre Maxence Cacré ou l'énigme Diop. Aujourd'hui, tu t'offres une option bien plus séduisante. On rappelle que dans la foulée de ce recrutement, Diop est reparti au Celta Vigo en prêt avec une option d'achat à 9 millions qui sera très certainement levée, mais avec Touzard, Thiago Mendes, Aouar, Reine Adélaïde, Jean-Lucas et Maxence Cacré, t'as beaucoup de combinaisons possibles. Ce trio pour les affiches de gala, celui-ci pour trouver des solutions face au bloc bas et pour faire face aux blessures, pour faire face aux suspendus, en cas de méforme. Il y a tout un tas d'options également. Donc plus de profondeur et plus de cordes à ton arc avec ce transfert, c'est déjà très bien. Mais je dirais aussi que Reine Adélaïde apporte deux choses qui en font une pioche très pertinente pour Silvino. Déjà, et c'est un point qui a été brillamment soulevé par Florent Tonuti dans son article à ce sujet, c'est que dans un système où les latéraux participent très peu au jeu offensif et limitent leur montée au maximum, et dans ce même système où Bertrand Traoré, ailier droit, aime énormément repiquer dans l'axe sur son pied gauche, bah c'est intéressant d'avoir en relayeur droit un mec qui aime prendre le côté, qui est un ailier de formation qui est donc très à l'aise dans cette zone, qui va offrir des courses croisées, complémentaires, et qui va densifier un couloir qui aurait pu être un peu déserté sinon. Et puis l'autre point majeur à mes yeux, c'est que même si par rapport à l'Air Genesio, l'OL vise aujourd'hui une configuration où les différences sont faites de manière collective, sont faites ensemble, bah avoir un détonateur, avoir un catalyseur, un mec qui percute énormément, qui aime le dribble, tu peux pas nier que ça t'offre une solution de rechange intéressante, ça t'offre un peu de variété, et a fortiori dans un début de saison où le collectif est nécessairement un peu balbutiant, où tous les principes de jeu sont pas parfaitement intégrés. Dernière question maintenant, qui vraiment va là nous permettre de couvrir toute la superficie de ce transfert, est-ce que c'est trop cher ? 25 millions d'euros plus 2,5 potentiel de bonus, c'est l'achat record de l'OL, le nouvel achat record de l'OL, et c'est 3 fois plus que ce qui a été déboursé pour acheter Ndombélé il y a 2 ans. Ça fait réfléchir. Du côté d'Angers, on est aussi sur la vente record de leur histoire, et pour un club dont le budget 2019-2020 est estimé à une trentaine de millions d'euros environ, c'est tout sauf une somme anodine. En revanche, on peut estimer que dans un environnement lyonnais qui a considérablement changé depuis 2017, 2 qualifications en Ligue des Champions sont passées par là, le remboursement du stade avance, dans un environnement français qui va voir ses droits télé multipliés par 2 dans 1 an, et enfin dans un environnement européen, où tu faisais face sur ce dossier à la concurrence de Porto,
du Bayern, de Monaco et même d'un Nice, nouveau riche, bah finalement, au vu de tout ça, ces 25 millions d'euros sont plus si effrayants. Et la preuve, c'est que l'on les avait déjà payés au moins 2 fois cet été. En synthèse donc, tu t'offres un milieu relayeur prometteur qui a seulement 21 ans, donc dont la marge de progression est forte et une plus-value n'est pas à exclure, mais un élément qui va également t'apporter des choses à court terme. Du dribble, des différences individuelles dans un collectif qui se cherche encore, des courses de l'intérieur vers l'extérieur, et de l'activité dans le couloir, pas mal dans un système où les latéraux montent peu. Des buts aussi, ce qui n'était pas le fort de son prédécesseur. Tous les postes de l'entrejeu sont maintenant doublés, et les 6 options sont intéressantes, avec la possibilité de varier les approches en fonction des adversaires. T'ajoutes également dans ton effectif un autre membre de l'équipe de France Espoir. Après Touzard, Aouar, Terrier et Dembélé, ça semble pas incohérent de miser sur une intégration rapide. Quelques points d'interrogation subsistent, en revanche, 25 millions d'euros, c'est pas le transfert du siècle, et l'OL a les reins solides, mais c'est indéniablement un gros investissement, qui exige des performances immédiates. Et puis on est également sur un profil très dribbleur, certes, mais moins passeur, et dont la réussite passera par une progression significative dans ce domaine. Quelques derniers éléments enfin, soulignons déjà le travail exceptionnel d'Angers, qui a réalisé une plus-value exceptionnelle et qui en est pas à son coup d'essai en la matière, entre le président Saïd Chaban, le directeur sportif Olivier Piqueux et l'entraîneur Stéphane Moulin, on a là un club qui travaille très très bien. Prenons aussi un moment pour mesurer la belle progression d'un Noël, qui il y a peu acheté en 4 saisons pour 20 millions, et qui dépense aujourd'hui presque 5 fois plus sur un seul été. Le temps de l'austérité est passé. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si ce genre de contenu vous intéresse et que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir et ça me fait toujours très très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très vite pour la suite avec un nombre exceptionnel de sujets qui arrivent dans les jours qui viennent. Voilà, j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Prenez soin de vous surtout et on se dit à bientôt. Bisous.